Et effectivement, comme Marc vient de le dire, Shimshon Raphaël Hirsch, c'est sur le plan de la Chita, c'est-à-dire de l'idéologie, du système de pensée de Montevideo, la référence ultime, c'est-à-dire le système de pensée qui a été choisi par les fondateurs de la communauté, Edmond Weil, tous ceux qui l'entouraient, les Weil depuis une longue tradition de Montevideo, de Ohel Abraham et de Montevideo. Il y a donc cette première raison de s'intéresser à Shimshon Raphaël Hirsch, mais il y en a deux autres qui me semblent pas moins importantes. D'une part, il y a quelque chose comme une identité de situation ou un parallélisme de situation avec ce que nous vivons aujourd'hui, ou plus précisément une sorte de continuité des problèmes qui ont été ceux gérés par Shimshon Raphaël Hirsch dans sa génération, avec les problèmes que connaît le judaïsme mondial aujourd'hui quand il s'agit d'avoir une vision claire sur la manière de se conduire dans un monde où les communautés juives sont déchirées, le mot n'est pas excessif, entre des tendances contradictoires, entre des formulations qui sont choquantes parce que c'est pratiquement en dehors du judaïsme de nouvelles visions, ou bien parce que dans le monde qui est le nôtre, c'est-à-dire le monde de l'attachement à la Torah et aux mitzvot, il y a des tentations charédites un peu excessives et qui ne correspondent pas complètement aux exigences de la vie contemporaine. Mais il y a encore une troisième raison pour s'intéresser à Shimshon Raphaël Hirsch, c'est que de nombreux Talmidei Chachamim israéliens, parmi les gens, je dirais, éclairés, Talmidei Chachamim cultivés, imprégnés aussi de culture universelle, beaucoup pensent que le modèle de Shimshon Raphaël Hirsch est le modèle de l'avenir du peuple juif, bien sûr, du côté universel du judaïsme, mais aussi et surtout la définition, le projet du futur homme juif israélien. Il est très clair aujourd'hui qu'en Israël, il y a aussi un déchirement entre des types différents de population. Il y a un effet Je ça pense que y ça est. doit venir de chez toi, parce que Jacqueline et toi, vous êtes tous les deux sur un Zoom. Fermez la porte. Bon, euh, oui, je disais que c'est que le modèle défini par Shimshon Raphaël Hirsch et qui est le modèle auquel nous nous référons devrait et pourrait être sans doute le modèle d'avenir de l'homme juif israélien qui n'est pas coupé de la culture universelle, qui n'est pas coupé de la science, qui n'est pas coupé de l'art, mais qui respecte la Torah, les mitzvot et nos origines. Voilà donc les raisons pour lesquelles je suis ravi de parler de Shimshon Raphaël Hirsch. Je vais vous dire ce que sont mes sources. D'abord, un recueil qui est considérable, qui s'appelle Shemesh Marpeh, que je vous montre. Shemesh Marpeh, c'est le recueil de Sheilot ou Tshuvot, de Chidushé Hachas et d'Igrot, c'est-à-dire de lettres de Shimshon Raphaël Hirsch. Et c'est dans la préface qui est rédigée par l'un de ses descendants que j'ai puisé beaucoup des idées auxquelles je vais me référer au cours de cet entretien. Je me suis aussi beaucoup inspiré, je dirais c'est ma pâture quotidienne, du Chumash avec le commentaire de Shimshon Raphaël Hirsch,
C'est un texte que j'ai en allemand, mais je travaille volontiers et plus volontiers sur la traduction en hébreu, parce que Shimshon Raphael Hirsch a fait ce travail en allemand et pas en hébreu. Je me suis aussi référé au Sidour, parce que Shimshon Raphael Hirsch a commenté le Sidour, et le commentaire, il est absolument magnifique et passionnant. Et enfin, un livre très connu qui s'appelle Chorev, que je vous montre aussi. Chorev, qui est un ouvrage de pensée, de référence. Alors, c'est à la convergence de tout cela que je vais essayer de vous parler de l'homme et de l'enseignement qu'il porte. Au XVIIIe et au XIXe siècle, la communauté juive mondiale a connu un terrible bouleversement. Au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, le monde juif a adhéré, en quelque sorte, à ce vaste mouvement dans sa soif d'accéder d'une part à la dimension politique, c'est-à-dire à la liberté, les libertés publiques, et surtout l'amélioration de la condition économique, sociale, culturelle. L'aspiration à, entre guillemets, être comme tout le monde, et notamment de participer à la culture universelle et à l'éducation. C'était une aspiration liée au siècle des Lumières. Mais il ne faut pas se tromper, le siècle des Lumières, que nous, Français, appelons le siècle des Lumières, ne s'appelait pas en allemand siècle des Lumières. En allemand, c'est Aufklärung. Et Aufklärung ne veut pas dire exactement siècle des Lumières. Aufklärung veut dire surtout éclaircissement, explication, c'est-à-dire sortir de ce qui est obscur pour enfin bénéficier d'explications et de compréhension. Il y a dans le mot Aufklärung une volonté de rationalisation. Et les Juifs en Allemagne ont utilisé le mot Haskalah pour traduire Aufklärung. Haskalah veut dire, fait une référence au Sechel, n'est-ce pas? C'est-à-dire à l'intelligence. Et il y avait donc une sorte d'idée sous-jacente et regrettable, à mon sens, mais je pense que tout le monde partage mon sentiment, que ce que nous vivions alors, était de l'ordre de quelque chose qui devait faire l'objet d'un progrès. Parce que comment vivions-nous? Il faut bien le rappeler, les Juifs, nous vivions dans l'extraterritorialité, dans l'extranéité, sous notre statut personnel. Nous n'avions pas nous avions l'interdiction d'un certain nombre de professions dans tous nos pays. Nous étions l'objet de discrimination fiscale. Nous vivions en quelque sorte enfermés dans notre monde, et la Haskalah, Aufklärung, c'était sortir de cette condition, et avec la volonté d'intégrer les sociétés européennes. Le maître à penser était Mendelssohn, tout le monde sait ça. Mendelssohn, j'ai beaucoup de mal à avoir une opinion sur lui. Il est indiscutablement la tête à penser des mouvements réformistes et du libéralisme juif. Mais très franchement, j'ai fait quelque chose qui n'est pas très orthodoxe. J'ai souvent regardé le Beur, qui est le commentaire sur la Torah de Shimshon Raphael Hirsch. Et je n'ai jamais et à aucun moment
lu une ligne de Mendelssohn. Vous voulez parler de Mendelssohn Mendelssohn. qui disent quoi que ce soit contraire à l'enseignement des Chachamim de toutes les générations antérieures. C'est-à-dire tout ce qu'il dit dans le Béour. Je ne parle pas de ses prises de position publiques et politiques, je ne suis pas compétent pour en parler, mais je peux dire avec certitude que dans le Béour, il n'y a pas une ligne qui ne soit pas dans la ligne de l'Emunat Chachamim. Et alors, survient la Révolution française, la diffusion dans toute l'Europe de la liberté, de l'émancipation, et dans l'époque post-napoléonienne, c'est pour les Juifs un bouleversement total. D'une part, la fascination de vivre enfin dans la société des Goïms, d'être confrontés à la modernité, mais en même temps une sorte de malaise vis-à-vis de cette situation nouvelle. Et dans cette situation nouvelle, il y a eu en fait différentes attitudes, des réactions diverses. Évidemment, ceux qui ont abandonné et qui étaient contents d'abandonner. Il y a eu, faut-il le dire, et je le dis avec tristesse, de nombreuses conversions, de nombreux juifs qui ont abandonné notre tradition ancestrale. Ils ont abandonné ce que leurs parents et leurs ancêtres leur avaient enseigné. Mais il y avait aussi des abandons un peu implicites, je dirais, l'adhésion à des mouvements politiques de libération et autres qui devaient se prolonger dans les générations suivantes par l'adhésion au marxisme, qui était quelque chose, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, mais le marxisme a été encore une sorte de fausse messianité où les Juifs ont pensé se retrouver. Voilà un peu dans quelle situation on se trouve, et parmi ceux qui ont réagi avec force contre cette émancipation et cette idée fausse que sortir du judaïsme c'était un progrès, il faut citer en premier lieu le Khatam Sofer, qui est l'expression de la panique qui a régné dans nos milieux, dans les milieux juifs attachés à la Torah, aux mitzvot, à la tradition, c'est le Khatam Sofer. Mais le Khatam Sofer, il a dit des choses qui sont généralement mal interprétées. Là aussi, je me suis aperçu qu'il y avait des erreurs répandues sur ce qu'était la pensée du Khatam Sofer. Je dis tout cela parce que c'est en relation, c'est la préparation du terrain de Shimshon Raphaël Hirsch, n'est-ce pas? Je ne m'écarte pas, je ne m'éloigne pas de mon sujet. Le Khatam Sofer, il est l'objet de discussions et de critiques qui sont injustifiées. Certes, à l'époque, il a dit Chadash Asur Minatora Bechol Makom. Chadash, ce qui est nouveau, est interdit par la Torah en tout lieu. Alors, ce qui est très intéressant, et j'ai découvert ça relativement récemment, c'est que cette formule Chadash Asur Minatora Bechol Makom, c'est une formule qui figure dans la Mishnah. Ça figure dans la Mishnah, dans les Mishnayot Orla, troisième chapitre, et verset 9. Et là-bas, cette formule Chadash Asur Minatora, Bechol Makom, il s'agit du Chadash des nouvelles récoltes qu'on ne peut pas consommer. Je n'entre pas dans le détail des questions de l'Orla, mais je ne vois pas le lien
entre cette formulation et la formulation du Khatam Sofer. En revanche, je vais par deux exemples de Sheilot ou Tshuvot que j'ai sous la main, dont je vous donne la référence volontiers si vous me la demandez. Je vais vous montrer que le Khatam Sofer n'a jamais été l'homme enfermé, et je vais peut-être utiliser une formule inappropriée, mais je dirais fanatique, qu'on lui prête dans certains milieux. Il est un esprit magnifique et ouvert, et je vais vous le montrer par deux exemples. Le premier, dans quel cas a-t-il interdit le Hadash, de modifier des choses dans la halakha? Dans quel cas? Eh bien, la Sheila, la Tchouva a une Sheila la plus connue sur ce sujet, c'est le fait de la construction des synagogues nouvelles. Dans toutes nos générations, la Kriyat Torah s'est toujours faite au milieu du Beit HaKnesset, les Juifs assis autour pour écouter la Kriyat Torah. Dans les mouvements de réforme et dans les mouvements libéraux inspirés par la Haskalah, eh bien, on a décidé de ne pas construire les synagogues sur ce modèle, mais de mettre le lieu où on lit la Torah tout en haut, là où se trouve le chazan, là où se trouve le rabbin, en quelque sorte. Et la vraie raison de cette modification, c'était le havdil, il ressemblait au goyim. C'était faire que la synagogue ressemble au lieu de culte des goyim. C'est une réalité. Et le Khatam Sofer, avec pertinence, s'est opposé à ce genre de modification. Ça n'est pas simplement un problème de construction, d'architecture, c'est un problème profond de conception de la manière dont on lit et dont on écoute la Torah. Elle est au milieu du peuple juif, elle n'appartient pas à une caste ecclésiastique qui est tout en haut et qui s'adresse au bon peuple. Ça, là, il a été ferme et il est clair qu'il avait raison parce que c'était une question idéologique grave. La deuxième Sheila, la deuxième Tchouva, une Sheila plus exactement, est vraiment intéressante. Vous savez peut-être que je participe à un travail de protection de la Mila, de la circoncision, et contrairement à ce que les gens pensent, j'ai la Sheila ou Tchouva. Le Khatam Sofer a accepté l'idée que la Metzitza soit pratiquée à travers un obstacle. Aujourd'hui, on parle d'une pipette. À l'époque, on parlait de sponge, c'est-à-dire d'un tissu aseptique. J'explique de quoi il s'agit sans évidemment rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le propos. Dans la circoncision, il y a 3 phases. Il y a le chitour, on coupe. Il y a la priya, il y a un petit geste chirurgical qui consiste à mettre en évidence, peu importe, c'est pas le sujet. Et il y a la metzitza. La metzitza, c'est le fait de faire saigner. La Gemara et les poskim sont clairs, mikol makom. La metzitza a un but prophylactique, car les chachamim ont pensé, vous avez sans doute raison, que si ça ne saignait pas, il y avait un risque d'infection. Et par conséquent, il y a eu un moment où les réformistes, et notamment Geiger, je ne sais pas comment il faut le prononcer quand on parle français, étaient opposés à la circoncision en général. C'est absolument ahurissant, mais ils ont envisagé d'y renoncer, mais en tout cas de considérer que la méthode traditionnelle de Metzitza
c'était barbare, etc., etc. La question existe encore aujourd'hui. Nous sommes dans le même registre et je me plais à rappeler que la metsitsa, avec une pipette ou avec un système de protection et de l'enfant et du Noël pour des problèmes, des infections éventuelles, eh bien, le Khatam Sofer a accepté la critique médicale. C'est noir sur blanc, il a accepté la critique médicale. Ce qui veut dire que ceux qui se réclament du Khatam Sofer se trompent sur ce qu'il était véritablement. Voilà un peu la résistance à la Haskalah. Il y a une autre personnalité qui est beaucoup intervenue et qui a été un détracteur du judaïsme, un ennemi de la Torah et des mitzvot dans la pratique conforme à l'enseignement de nos Chachamim. C'était Abraham Geiger. D'éducation orthodoxe, il a fait des études de philologie à Heidelberg, où il s'est lié, c'est pour ça que je le cite, avec Shimshon Raphael Hirsch. Ils ont fait une partie d'études ensemble, ils sont devenus amis, et ensuite, ils sont devenus antagonistes, mais gravement antagonistes, vous allez voir pourquoi. Il est devenu rabbin, Abraham Gezer, dans une action, il a été recruté par des communautés qui voulaient cela, en faveur de la réforme. On dit qu'il est arrivé dans ce genre de conviction par l'étude de l'histoire ancienne. Et bon, il a agi, il a eu une action en faveur de l'établissement d'une faculté de théologie. La théologie, ce n'est pas une discipline juive, ça n'existe pas. Le mot théologie n'existe d'ailleurs pas en hébreu. Bon, pour adopter le modèle chrétien, il a été le fondateur d'un mouvement de rabbins réformistes, et en particulier, je mentionnais déjà tout à l'heure, il prenait l'abandon de la Brit Mila, dont il dit, c'est. Il a aussi des formules méprisantes pour l'usage du yiddish, qui était pourtant la langue vernaculaire à l'époque de toute l'Europe centrale, considérée comme une langue obscurantiste. Bref, l'idée exprimée clairement, c'est qu'elle est évoluée en prenant en compte les progrès, je cite, les progrès de la conscience moderne et de la civilisation. Voilà, une erreur absolument fondamentale. Les juifs libéraux ont modifié la pratique, ils se sont inscrits dans des traditions. Alors ça, c'est Geiger, et il avait un opposant. J'arrive bientôt à Shimshon Raphael Hirsch, mais tout cela, c'est la trame de fond qui est indispensable pour comprendre son enseignement. Alors, Geiger avait un opposant qui a été le maître à penser de Shimshon Raphael Hirsch. C'est le Rav Yitzhak Bernays, que l'on n'appelait pas Bernays d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas une tradition dans les synagogues, dans les communautés ashkénazes. C'est plutôt une tradition dans les communautés séfarades. On lui a donné le titre de Chacham. On dit le Chacham Bernays, et non pas le rabbin. Il était né à Mayence à la fin du XVIIIe siècle. Il a fait des études universitaires et en 1821, il devient le Oberrabbiner de la Deutsche Jüdische Gemeinde à Hambourg, la grande communauté juive de Hambourg, grande par le nombre de savants, par les Talmidei Chachamim, mais aussi grande par le
par le nombre de membres. Alors, c'est assez Oberrabbiner. À l'époque, je ne sais pas si en France, avant la Révolution, on avait grand rabbin, petit rabbin. J'ai d'ailleurs, je ne m'en voudrais pas de tenir ce propos un peu un peu critique, je dirais. Je n'ai jamais su vraiment ce qu'était un grand rabbin et un petit rabbin. Je pense que l'essentiel, c'est d'être rabbin. Et Bernays était vraiment le chacham qui a été recherché par la stricte orthodoxie et d'éducation moderne que cherchait la communauté d'Hambourg. Je répète, la communauté de Hambourg a cherché un rabbin qui soit strictement orthodoxe et cependant d'éducation moderne, c'est-à-dire cultivée. Il est arrivé avec une exigence d'autonomie. Bon, on lui a donné le titre de Chacham. Il entreprend immédiatement une modification du Talmud Torah en donnant des cours en allemand et pas seulement en yiddish ou en hébreu. Le Talmud Torah, non pas quelques heures par semaine, mais c'était une école juive en fait. On y enseignait aussi les sciences, l'histoire, la géographie, et c'est devenu une école d'excellence. Le Talmud Torah du Chacham Bernays à Hambourg était une école orthodoxe, mais de culture et aussi d'excellence, à la fois sur l'enseignement de la Torah, la pratique des mitzvot et aussi de culture universelle. C'était un gardien fervent et vigilant de la tradition et il a eu comme disciple Shimshon Raphaël Hirsch, voilà, en cherchant des formulations modernes pour des idées de toujours reformulées dans une formulation contemporaine. Ce sont les idées aussi, non seulement de notre communauté Montevideo, mais je dirais de toute l'école française, Manitou, Neher, c'était ça ce qui se dessinait. Et le Chacham Bernays a prononcé un chérem contre les mouvements réformistes. C'est-à-dire qu'il a clairement manifesté l'exigence de rigueur orthodoxe et le rejet de tous les mouvements réformistes. Alors, il a une réussite juive variée parmi ses enfants. Il y a beaucoup à dire. Quelque chose de très intéressant, c'est que sa petite fille, Martha, a été mariée à Sigmund Freud, dont elle a adopté évidemment les vues anti-religieuses, mais ensuite, elle est revenue à la rigoureuse orthodoxie. C'était sa petite fille Martha. Et maintenant, j'en arrive évidemment à Shimshon Raphaël Hirsch, qui est issu de ce tissu où il y a Gégère, les réformistes, le Khatam Sofer qui continue de diffuser à travers des disciples des idées, Bernays, et arrive Shimshon Raphaël Hirsch, et il se sent immédiatement être le gestionnaire de la mutation de la condition juive. Il était le fils d'un commerçant qui consacrait sa vie à l'étude de la Torah. Son père était un Talmid Chacham, issu d'une dynastie de Talmidei Chachamim. Son père, je n'ai jamais su pourquoi, et je n'ai jamais vu d'explication nulle part, s'appelait Frankfurter et a changé de nom. Et je ne sais pas comment il a changé de nom, pourquoi il a changé de nom, pourquoi il a pris le nom de Hirsch. Est-ce que c'était une manière de germaniser son nom, ou est-ce que Hirsch, c'est la traduction de Tzvi? Je ne sais pas. En tout cas, la famille s'appelait Frankfurter et ils ont changé de nom. C'est sous l'influence de Bernays, et pour
être un acteur de la gestion de la mutation du peuple juif, dont il a compris l'enjeu, qu'il décide d'être rabbin après avoir étudié pendant très très longtemps, pendant de nombreuses années, chez le Rav Ettinger, qui était considéré comme le Possèque et Gadol Hador en Allemagne. Il a étudié là-bas pendant 6 mois en réalité. Il a aussi étudié à l'université de Bonn, c'est là qu'il avait rencontré Gégère, et c'est là qu'il a élaboré le concept majeur de son enseignement, c'est-à-dire Torah im derech eretz. Torah im derech eretz, c'est la formule majeure qui résume la doctrine de Shimshon Raphael Hirsch. Il s'exprime d'une manière, il faut tout de même le rappeler, je dirais en premier lieu, il s'exprime avec une énorme sévérité contre les mouvements réformistes et notamment à propos de Gégère. Je vous cite un texte traduit en français dans lequel il parle de Gégère et il dit la chose suivante. Le prophète du nouveau message, vous voyez déjà, cette désignation, elle est assez sévère. Le prophète du nouveau message est venu avec le cri de la religion alliée au progrès. Il a rempli le vide, pacifié leur conscience, effacé leur honte, et avec ce mot magique, il a transformé l'irréligion en piété, l'apostasie en sacerdoce, le péché en mérite, la frivolité en vertu, la faiblesse en force, l'insouciance en profondeur. Donc, on ne peut pas être plus critique que ce qu'il a été à ce moment-là. Tiens, j'ai l'image qui a disparu. Vous êtes toujours avec moi? Oui, oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Oui, oui, tu peux continuer. Ben moi, je ne vois plus rien. On est toujours là. Nous sommes toujours là et nous te voyons. Bon, il faut que je... Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai plus rien, moi. Continue ton cours. Non, il faut que je... Je lui demande 30 secondes, je refais la manœuvre pour tout rallumer. Peut-être. Alors, 693, 680. « 159. Voilà, je suis revenu. Vous m'entendez? On t'entend, mais on Oui, très bien. On te voyait et on t'entendait tout le temps. Ah bon, ben, moi je n'entendais plus rien et je ne voyais plus rien non plus. Bon, en tout cas, et en même temps qu'il proférait cette opinion sévère contre les réformistes et contre Gégère, en même temps, je peux vous faire une autre citation qui est aussi une manière de bien comprendre l'adhésion à un judaïsme éclairé et pas coupé de la culture universelle. Il écrit en particulier « Plus le juif est juif, plus ses vues et ses aspirations seront universalistes, moins il sera éloigné de tout ce qui est noble et bon, vrai et droit, en art, en science,
en culture, en éducation, plus il applaudira avec joie chaque fois qu'il verra la vérité, la justice et la paix et l'anoblissement de l'homme prévaloir et devenir dominant dans la société humaine. Voilà quelque chose qui me semble, deux citations qui me semblent assez intéressantes et importantes. L'essentiel de sa pensée, on le trouve dans les 19 lettres qui sont comme un manifeste. C'est le texte le plus important et le plus connu. Je vais surtout, puisque le temps passe, et oui, puisque le temps passe, je vais vous parler de la formule clé de son enseignement qui est Torah im derech eretz. Torah im derech eretz. Cette formule se trouve dans les Pirkei Avot, c'est une formule des Pirkei Avot. La Torah, nous dit les Pirkei Avot, ça n'est bien que quand on a aussi du derech eretz. Et de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que le derech eretz? Eh bien, et c'est la seule citation que je vais vous faire entièrement en hébreu, mais je tiens vraiment à le faire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je vous montre ce que c'est. Je prends la définition du derech eretz dans l'encyclopédie talmudique. C'est à la page 772, la rubrique derech eretz. Et voilà la définition qu'il donne. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas très bien cette œuvre, que c'est considéré comme la référence halachique de culture aussi, à la fois halachique et universitaire, par l'ensemble du monde orthodoxe, y compris Haredi. C'est un travail qui ne fait l'objet d'aucune contestation intellectuelle. Et voilà la définition du derech eretz. Derech eretz betalmud verishonim, muvano, hitrabrut, im bnei adam, benachat, musar, tarbut, yeshuvo shel olam, melacha, matza umatan, noheg teva, vechayotze. Et alors voilà la traduction libre que je vous propose. Voilà comment je traduis. Dans le Talmud et chez les décisionnaires, les Rishonim, les décisionnaires de première génération, le derech eretz, il s'agit du lien social apaisé et éthique avec les hommes, l'éducation-culture, c'est comme ça que je traduis Tarbut, l'éducation-culture, l'insertion dans l'ordre social, le travail, les affaires et la sexualité. En effet, derech eretz veut aussi dire sexualité, comme on le voit par exemple dans la Haggadah de Pessah. Dans la Haggadah de Pessah, Prishut derech eretz, c'est l'abstention de vie sexuelle qui est mentionnée. Donc voilà la définition. Et de toutes parts, il est enseigné, et le Shimshon Raphaël Hirsch l'enseignait, que le derech eretz kadma la Torah, il n'est pas le père de la formule qui se trouve dans la Gemara, mais il reprend constamment cette formule. Derech eretz kadma la Torah, ça veut dire littéralement le derech eretz a précédé la Torah. Il y a à cela deux lectures possibles, ou bien chronologiquement, le derech eretz existait avant que la Torah ne soit donnée au mont Sinaï, ou bien, autre lecture, le derech eretz précède la Torah, c'est-à-dire que pour pouvoir mettre en œuvre la Torah dans la vie quotidienne, dans notre vie, à chacun d'entre nous, eh bien, il faut qu'il y ait un préliminaire qui est l'existence du derech eretz
c'est-à-dire, comme on vient de le voir dans la définition, une insertion apaisée, intelligente, humaniste, toutes les vertus pour qu'il y ait une situation qui précède le fait de pouvoir accomplir la Torah et les mitzvot. Alors, il y a aussi une autre lecture possible, c'est qu'il s'agisse du droit naturel. Vous savez que dans tous les systèmes juridiques que nous connaissons, le nôtre en France, mais avec son origine romaine, mais aussi, j'ai pu voir ça à une époque où je sévissais un peu en Chine populaire, dans le système confucéen, il y a des références ultimes auxquelles on se réfère avant qu'il n'y ait un corpus juridique. C'est ce qu'on appelle le droit naturel, c'est ce qu'on peut appeler aussi le jus cogens. Autrement dit, pour exprimer la chose d'une manière terre à terre, ce que dit Shimshon Raphaël Hirsch à travers cette formule, c'est qu'avant d'atteindre un niveau de spiritualité auquel conduit la Torah, la pratique des mitzvot, il faut tout simplement être un mensch, c'est-à-dire gagner sa vie, c'est-à-dire travailler, assumer ses responsabilités dans la vie, etc., etc., et aussi être un homme de culture. Autrement dit encore, et la formule est aussi un peu ancienne, elle a été reprise aussi par, avant Shimshon Raphaël Hirsch, par le Maharal, la terre est le lieu de résidence de l'homme, la terre, c'est le lieu de résidence de l'homme, et quiconque ne se conforme pas aux exigences de la vie sociale terrestre, il n'est pas, pour utiliser une expression qui sort de la Gemara, il n'est pas mina yishuv. Il ne fait pas partie de la société humaine, en tout cas pas de celle qui fait prospérer le progrès humain. Voilà. Alors, voilà. Autrement dit, en résumé, parce que je suis presque, il me reste 4 minutes pour pouvoir répondre à vos questions. En résumé, l'homme juif, selon Shimshon Raphaël Hirsch, est dans le système de Montevideo auquel nous adhérons. L'homme juif, pénétré de l'esprit de la Torah, participe à la vie de la cité. Il travaille, il ne vit pas au crochet de la société, il assume ses responsabilités familiales, poursuit des études, se cultive et respecte ses obligations civiques et militaires. Voilà, il participe au Tikkun Haolam et il est une personnalité valorisante au sein de la société non juive dans laquelle il évolue. Il est un Kiddush Hashem. Il est un bel exemple de conduite. Et le Rav Breuer, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais c'est un petit-fils, oui. Je ne sais pas s'il est le petit-fils ou s'il est marié avec la petite-fille. En tout cas, c'est un héritier spirituel de Shimshon Raphaël Hirsch aux États-Unis, une personnalité éminente et respectée, dit que lorsque, comme disait Shimshon Raphaël Hirsch, dit que l'homme juif qui vit la Torah im derech eretz, comme je viens de le décrire, eh bien, il est mekarev ha-geoula. Il est quelqu'un qui fait que la fin heureuse de l'histoire humaine et se rapproche. Voilà, je m'arrête là pour respecter, je suis complètement dans les temps. Merci, que Marc m'a imparti. On va passer la parole à la salle virtuelle. Donc, si les personnes ont des questions, vous pouvez soit les écrire sur le bouton conversation, soit lever la main virtuellement, ce qui permet de donner la parole.
Si des personnes qui souhaitent poser une question. Alors, en attendant que les questions viennent, je vais peut-être t'en poser une, Charles, parce que tu as défini les principes de Torah Derech Eretz. Est-ce que tu pourrais peut-être compléter son exposé en mettant peut-être en exergue les différences entre la vision du monde Haredi, qui est une vision parfois dominante, voire hégémonique dans certains milieux, avec ce modèle de Torah Derech Eretz, où se trouvent les points de, disons, de contention, de discorde entre le monde Haredi, dans son expression peut-être la plus extrémiste, et ce que représente Torah Derech Eretz. Je ne suis pas très sûr d'avoir bien compris ta question. Je crois que si j'ai bien compris, tu voudrais qu'on puisse définir une limite de ce qui est Torah Derech Eretz, de ce qui est monde laxiste ou de ce qui est monde Haredi. Qu'est-ce qui fait plus par rapport au monde Haredi, c'est-à-dire quels sont les points de divergence? Alors, les points de divergence aujourd'hui avec le monde Haredi, mais ce n'est pas avec l'ensemble du monde Haredi, c'est avec une petite partie du monde Haredi. Mais je parle de cette petite partie. La différence, c'est que dans ce monde Haredi, on rejette la culture universelle, on rejette l'acceptation de données scientifiques, d'une culture historique. Par exemple, pour un événement que nous venons de vivre, il y a un monde Haredi où on a refusé de fermer les Bate Knesset en raison de l'épidémie. Or, voilà un très bel exemple. Voilà un très bel exemple d'un comportement qui est totalement inadmissible et qui est contre la Torah et contre la Halakha. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Tu as donné des... C'est un exemple, oui. C'est un exemple de divergence. C'est un exemple de divergence. Oui. Y a-t-il d'autres questions? Moi, je voudrais bien, mais... Oui. Et je peux parler? Mais oui. Bon, Eliette, moi j'ai... Bonsoir. Je ne sais pas où tu as trouvé le terme paisible dans ta traduction de Derech Eretz par rapport à la définition que tu as donnée. Je vais reprendre le texte. J'avais essayé de noter rapidement quand tu as donné la définition et je n'ai pas trouvé le terme paisible. Je vais relire le texte hébreu, tu vas voir pourquoi j'ai dit apaisé. Oui, apaisé, oui. Derech Eretz betalmud uberishonim muvano hitravrut im bnei adam benachat. Ah, benachat. Ok, je n'avais pas entendu. D'accord. Ok. D'accord. Merci. Nachat, je crois que ça veut dire vraiment. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Ah, autre question? Bon. Par contre, une observation, je ne suis pas tellement d'accord avec toi sur le fait que le monde Haredi n'ait pas voulu respecter les règles qui ont été imposées par rapport au corona. C'est vraiment une infime minorité. Mais je l'ai dit. Mais parce que le monde Haredi en général a respecté, vraiment. Je l'ai dit, mais il a respecté un peu tardivement. Mais je l'ai dit, ce n'est pas l'ensemble du monde Haredi, c'est une partie du monde Haredi. C'est clair. Moi, j'ai trouvé, en Israël, il y a eu beaucoup d'arguments de ce genre-là, et moi, je trouvais que c'était très populiste, parce qu'ils vivent souvent dans des conditions telles qu'il était beaucoup plus difficile pour eux de respecter toutes les règles imposées que le commun des mortels. Donc, au contraire, moi, je leur dis chapeau. Quand on est dans un 50 mètres carrés avec 12 enfants, c'est pas évident de respecter ces règles-là. Donc, observation, c'est tout. Merci. Mais c'était plus des problèmes de minyanim qui posaient problème, qui ont posé problème dans certains quartiers. Il y a eu certains quartiers de Paris où, bien que les réunions aient été interdites, il y a des minyanim qui ont quand même eu lieu. Je pense qu'à Bnei Brak, il en était de même.
Et je crois que la communauté juive a été particulièrement impactée. Le pourcentage dans notre communauté de personnes atteintes gravement, voire même de décès, est très important. Hein. Mais on comprend les familles qui, avec 12 dans un 50 mètres carrés, c'est pas vivable. Et en plus, il y avait de la famine, si j'ai bien compris, parce que Tsahal a distribué des repas. La même situation s'est produite à New York ou à Brooklyn, où vous savez très bien qu'il y a eu des enterrements de personnalités religieuses qui ont été suivis par des foules, contrairement aux injonctions de l'État. Donc, je crois que ça ne concerne pas le comportement à la maison, mais plus le refus d'arrêter le minyan, de ne pas se réunir en masse, qui a été problématique. Oui. Bon. En tout cas, c'est Marc Raphaël Gage de Jérusalem. Oui. Vous m'entendez? Je m'entends, mais je ne vous vois pas. Oui, bah, j'ai pas mis la vidéo. Oui. Et bon, et ce qui, à mon sens, pourrait être intéressant, indépendamment du fait que le Derech Eretz doit accompagner la Torah, qui aujourd'hui paraît une évidence pour la majorité du peuple juif, c'est peut-être dans quelle mesure l'accès à la culture, l'approfondissement de la culture peut nous permettre d'interpréter la Torah à un autre niveau et différemment. Le problème n'est pas le nachat, la culture, etc. Aujourd'hui, ça me paraît à beaucoup de monde, ça paraît évident. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure le fait, par exemple, d'étudier la théorie de l'évolution nous permet d'interpréter les textes de la Torah différemment. Le fait d'avoir un accès à la philosophie nous permet d'étudier certains textes de la Torah avec un regard philosophique plus profond, un dialogue entre philosophie et Kabbalah, en philosophie Hassidut, etc. Donc, je crois que la notion de Derech Eretz ici est peut-être féconde dans notre rapport à la Torah elle-même. Et l'école française, par exemple, en est un exemple extraordinaire. Lévinas, Manitou, André Neher, etc. Toute cette école-là, aujourd'hui en Israël, je vis en Israël, bon, j'étais rabbin en Hutzlaret, mais je vis en Israël et je m'aperçois aujourd'hui que la pensée de Manitou a pénétré le monde israélien et que l'Israélien dati de Oumi moyen sait qui était Manitou, les livres sont traduits en hébreu, etc. Donc il y a ici une fécondation de la pensée juive grâce à ce passage de Torah in Derech Eretz. Merci beaucoup pour votre intervention. Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Le fait du croisement des regards entre le monde de la Torah et le monde universitaire ou le monde de la pensée en général est une manière de féconder encore, si c'est nécessaire, la compréhension de la Torah. C'est très, très clair. C'est exactement ça, Shimshon Raphaël Hirsch. Et c'est peut-être là un marqueur de la séparation entre le monde haredi et ce monde. Parce que Marc Gage parle d'Ati Leumi, c'est un monde qui accepte effectivement de la confrontation des idées. Le monde haredi ne l'accepte pas. Oui. Bon, autre question? Bon. Merci beaucoup en tout cas. Merci à Charles, c'était passionnant. Merci pour beaucoup avoir assisté. Merci beaucoup. Il y a mon